On dit que le mariage est un mystère. On ne sait jamais vraiment qui on épouse. Quand j'ai épousé Mike, j'ai eu l'impression d'obtenir un bon prix pour une voiture d'occasion. Susan croit avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais au fil des ans, cet homme s'avère le cauchemar de toutes les femmes. Mike était très méfiant. La source de sa colère n'a jamais été évidente. Pendant 20 ans, Susan partage son lit avec une bombe à retardement. Mike appréciait l'argent et les biens matériels plus que la vie humaine. Susan a dû lutter contre la mort. Elle était agenouillée lorsqu'il s'est mis debout devant elle pour la frapper. J'ai vu dans ses yeux qu'il était venu me tuer. Le 6 septembre 2006 à Portland, en Oregon. Susan Kuhnhausen termine son quart de travail éreintant dans la salle d'urgence. Après 20 ans de carrière, Susan est une infirmière hors pair, mais sa vie privée comporte quelques lacunes. Son mariage s'écroule après 17 ans, et elle apprivoise sa nouvelle vie de célibataire sans son époux, Michael Kuhnhausen. Mais Michael a un autre plan en tête. Il engage un tueur à gages pour assassiner sa femme. Si je mourais, il n'aurait pas à partager quoi que ce soit. Si j'étais morte, il n'aurait pas échoué à sa deuxième tentative de mariage. Après le décès prématuré de Susan, il compte faire son deuil en chemin vers la banque. Susan et Michael Kuhnhausen ont formé un couple pendant 17 ans. Mais Susan ignorait que Michael était perturbé. Comment toutes ces années de vie commune se sont-elles soldées par un cadavre dans le couloir des Kuhnhausen? Pour comprendre le plan de Michael et la façon dont il a déraillé, il faut savoir que Susan est plus coriace qu'elle en a l'air. Pour comprendre toute l'histoire, il faut retourner en 1988. Susan travaille comme infirmière dans une salle d'urgence et se voue à être un rayon de soleil pour les gens dont la journée a mal tourné. Mais on ne survivrait jamais à un tel boulot si ce sourire ne cachait pas une main de fer. Une infirmière de salle d'urgence fait face à de nombreuses situations et c'est formidable. Elle doit prendre des décisions importantes en très peu de temps et avoir confiance en son jugement. Susan est une infirmière chevronnée qui a un talent particulier pour s'occuper des patients très malades ou ceux qui sont dans le besoin. Elle a un grand cœur qui l'aide à gérer ce genre de patients. C'est l'un des plus grands avantages. Les patients sont très reconnaissants de ce qu'on fait pour eux. Quand on passe ses journées à prendre soin des gens, on ressent éventuellement le besoin d'être aimé à son tour. À 33 ans, Susan se met en quête d'amour. Je me concentrais sur mon travail depuis longtemps et je travaillais surtout le soir. J'avais envie de recommencer à fréquenter des hommes. J'étais à une étape de ma vie pendant laquelle je fréquentais seulement mes copines et ça peut devenir ennuyeux. Susan recherche le succès dans sa carrière et dans sa vie amoureuse. Comme plusieurs gens qui cherchent l'âme sœur, elle publie une annonce dans le journal. J'ai écrit « Femme de race blanche, célibataire, 33 ans, fait de l'embonpoint mais aime la vie. Si vous recherchez une femme intelligente et drôle qui veut explorer le Nord-Ouest, appelez-moi. Ou répondez à mon annonce ou quelque chose du genre. »
J'étais nerveuse, car je n'avais jamais fait une chose pareille. La meilleure prise de Susan est Michael Kuhnhausen. Il n'a rien d'un grand séducteur, mais il est gentil et attentionné. Sous ses dehors frustes se cache un cœur en or. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ressemblait à un motard, mais il était un peu bourru. Par contre, en prenant le temps de l'apprivoiser, on découvrait un autre côté de sa personnalité. Michael a son lot de bagages. Il est divorcé et a 2 enfants. Mais pour Susan, ce ne sont que d'autres personnes à aimer. Michael était doux, poli, il avait le rire facile. J'ai eu l'impression d'obtenir un bon prix pour une voiture d'occasion. On a dû parler pendant au moins 150 heures en 2 semaines. On discutait de ce qu'on voulait dans la vie. Et ils semblent tous deux vouloir unir leur destinée. En décembre 1988, quelques mois après leur première rencontre, Mike et Susan se marient. Susan n'est pas dupe, mais elle croit avoir trouvé un homme intègre et honnête. Je crois que le mariage requiert du courage et quelqu'un qui est prêt à se marier une 2e fois est doublement courageux. Au début, tout va pour le mieux. Les Kuhnhausen personnifient l'amour et le renouveau. Notre relation était bonne. Le printemps et l'été, on observait les papillons. L'automne, c'était les oiseaux. On a exploré la majeure partie de la côte de l'Oregon et on s'est bien amusé. Après quelques années de mariage, la plupart des couples établissent une routine. Mais Susan constate que l'homme qu'elle a épousé change. J'avais l'impression qu'il était sur ses gardes et qu'il avait déjà été blessé par le passé. Il redoutait d'être vulnérable et craignait d'être blessé à nouveau. Michael est hanté par quelque chose de mauvais. Il devient très négatif. Il évite de plus en plus les contacts humains, même avec sa propre épouse. Susan se sert de ses talents d'infirmière pour essayer de guérir une âme en peine. Elle conseille à Michael de suivre une thérapie, mais Michael n'aime pas discuter de ses problèmes. D'ailleurs, il refuse de reconnaître le problème. C'est son entourage qui lui pose problème. Pour Michael, sa thérapie, c'est sa collection de souvenirs sportifs. Il possède des milliers de cartes de baseball, des photos et des chandails autographiés qu'il garde au sous-sol. Quand il avait de l'argent, il achetait des cartes. Elles pouvaient valoir 15 $ sur le coup, mais valoir 15 cents ou 15 000 $ plus tard. Pour lui, c'était un investissement qu'il protégeait jalousement. Selon Mike, sa collection avait une énorme valeur. Mais en réalité, s'il avait essayé de la vendre, il aurait récolté moins d'argent qu'il ne le croyait. L'argent est important pour Mike. Il craint qu'on lui vole sa propriété comme sa collection ou sa maison. Tout est à lui, même si Susan paie la plupart de ses dépenses. Mike travaillait continuellement. Mais tout au long de notre relation, il ne s'est jamais senti en sécurité sur le plan financier, puisque je rapportais plus d'argent que lui à la maison. Il examinait minutieusement les finances et se faisait du souci pour n'importe quel petit achat, même si on pouvait facilement se le payer. On serait porté à croire qu'un nouvel emploi donnerait un second souffle à Michael. Il déniche donc un boulot qui exige beaucoup de responsabilités. Malheureusement, cet emploi le force à fréquenter des gens au comportement douteux.
Il était responsable de l'entretien pour une chaîne de boutiques érotiques à Portland. Il se rendait à plusieurs boutiques et surveillait le tout. Mike engageait, formait et congédiait les employés du service d'entretien de l'entreprise. Ça ne me préoccupait pas, puisqu'il avait droit à un bon salaire et à des avantages sociaux. Selon ce qu'on m'a dit, Mike était un excellent employé, mais je ne peux pas le savoir avec certitude. Michael était un mari attentionné, mais les portes des boutiques érotiques s'ouvrent sur un autre monde. Plus il passe de temps avec les gens qui fréquentent ces endroits, plus son propre monde s'assombrit. Portland, Oregon, le 6 septembre 2006. Susan Kuhnhausen rentre chez elle après un long quart de travail dans la salle d'urgence. Elle compte se reposer. Mais malheureusement, son mari Michael lui réserve une surprise. Il cache Ed Haffey, un tueur à gages, chez elle. Haffey attend patiemment l'arrivée de Susan. Le calme régnait sur les 10 premières années de leur mariage, mais le temps se fait maintenant menaçant. Michael boit du noir et ses crises de colère sont violentes. Il n'est plus l'homme heureux et gentil que Susan a épousé. Mike était craintif, très méfiant et constamment en colère. La source de sa colère n'a jamais été évidente. Je pense que le négativisme de Michael a eu un effet marqué sur Susan. Si elle et moi décidions d'aller au cinéma, il se plaignait qu'elle dépensait de l'argent. Environ 7 ans après le mariage, je me suis rendu compte qu'il était incapable de maîtriser ses élans de colère. Il était toujours anxieux et je ne pouvais rien faire pour lui venir en aide. Susan fait de son mieux, mais elle endure ses crises depuis plusieurs années. Elle se résigne à se taire pour éviter de le provoquer. Malheureusement, Michael est obsédé par les objets qui lui appartiennent et qu'il peut contrôler. Les gens avares et obsessifs font de piètres compagnons. Entre-temps, Susan commence à comprendre pourquoi Michael est perturbé. Il a été témoin d'événements troublants. 1,5 million d'Américains ont pris part à la guerre du Vietnam. Et Mike est l'un d'entre eux. Il dit avoir participé aux patrouilles à long rayon d'action, une mission assurée d'exposer les soldats aux pires atrocités de la guerre. Il ne parlait jamais du Vietnam. Je connais plusieurs anciens combattants. Certains me parlaient de la guerre, d'autres non. Il semblait être du genre qui préférait ne pas en discuter. Je sais qu'il a probablement vu des choses horribles et qu'il ne pouvait pas revenir d'un endroit pareil sans avoir changé. Il m'a parlé de son expérience une seule fois. Il m'a raconté qu'on leur avait ordonné d'envahir un village pour tuer des Viet Cong, mais que des enfants se trouvaient sur les lieux. Quand je lui ai conseillé d'entrer en contact avec le Centre des anciens combattants ou le département des anciens combattants, il a refusé. Il disait avoir remisé ses souvenirs depuis longtemps, comme s'il les avait enfermés sous clé. Susan sait que le verrou sautera un jour. Mais on ne peut pas soigner quelqu'un qui se borne à refuser de l'aide.
Susan aurait pu si facilement servir de bouée de sauvetage pour un homme comme Michael. Mais ce dernier la considère de plus en plus comme l'ennemi. On a tous un certain bagage émotif. Mais celui de Michael est radioactif et transforme le mari attentionné en tueur. Il a toujours cru que la vie était injuste envers lui et qu'on ne lui avait jamais laissé sa chance. Et lorsque tout allait mal, c'était toujours la faute des gens qui l'entouraient. Je pense qu'il se sentait comme s'il allait être de nouveau perdant et que j'allais profiter de lui d'un point de vue financier, comme l'avait fait selon lui sa première femme. Le problème est plus important que le simple fait que Michael se sente maltraité. Susan et Michael sont censés former une équipe, mais maintenant sa collection ne se limite plus à ses souvenirs sportifs. Je croyais que chaque année, il recevait une prime de 1 000 $. Puis, j'ai découvert que cette prime était de 4 à 5 000 $ et qu'il avait menti en me disant qu'elle était seulement de 1 000 $. Donc, chaque année, mon mari me cachait des milliers de dollars. Mike a ramassé une rondelette somme d'argent au fil des ans. C'est le genre de montant qui peut s'avérer utile lorsqu'une personne négative devient violente. Finalement, Susan en a assez. Pour le bien de sa santé mentale, elle met Michael à la porte. Je voulais qu'il parte. Je faisais tout le travail dans ce mariage. Et j'étais la seule qui essayait de sauver notre relation. Il n'amenait rien à notre couple. Je voulais être seule et retrouver la paix dans ma maison. Michael se sent rejeté et est incapable de l'accepter. Sa rage, sa frustration et son ressentiment se concentrent sur une seule cible. Susan, la femme qui veut tout lui enlever. Elle est le seul objet qu'il ne peut contrôler. Dix mois se sont écoulés depuis que Susan a mis Michael à la porte. Elle espérait ainsi le forcer à changer son comportement. Mais la colère et la frustration de Michael ne font qu'augmenter. La situation semble affreuse, mais Susan n'a jamais demandé à consacrer le reste de sa vie à un monstre. Elle avait épousé un homme gentil qui refusait de faire face à ses problèmes, et ceux-ci ont dégénéré. Et les gens que fréquente Michael n'ont fait qu'accélérer son déclin. L'un des concierges à la boutique de films érotiques est Ed Haffey. Ed et Mike se sont liés d'amitié. Ed Haffey a été impliqué dans plusieurs crimes pendant près de 20 ans. Lorsqu'il est sorti de prison, il allait d'un proche à l'autre à la recherche de stupéfiants. Dès qu'il contractait une dette, il déguerpissait. Le problème d'Ed Haffey, c'est un très très mauvais garçon. Par où commencer? Après avoir purgé une peine de 10 ans d'emprisonnement pour avoir tué sa petite amie, Haffey en remet en développant une dépendance extrêmement coûteuse au crack. Non seulement est-il violent et dangereux, il est maintenant fauché et désespéré de trouver de la drogue. Un malheur ne vient jamais seul. La preuve, Mike et Ed se lient d'amitié. Ed Haffey et Mike Kuhnhausen avaient plusieurs choses en commun. Ils ont tous les deux servi dans l'armée et ils se connaissaient puisqu'ils travaillaient ensemble. Plusieurs éléments les liaient.
Est-ce à cause de l'influence de Haffey ou de sa propre pathologie mentale? Peu importe la cause, Michael devient de plus en plus méchant. Un soir, je me suis rendue dans le parc de stationnement souterrain de l'hôpital et 2 des pneus de ma voiture étaient à plat. Je trouvais ça bizarre et je me demandais comment j'avais bien pu avoir 2 crevaisons. Mais quand je suis arrivée chez le mécanicien, celui-ci m'a dit que quelqu'un avait dégonflé mes pneus. Je n'ai jamais soupçonné Mike, mais maintenant que j'y pense, c'était peut-être lui le responsable. Le vandalisme à la suite d'une rupture n'a rien d'extraordinaire. Mais dans ce cas-ci, cela signale un tournant dans la personnalité de Michael. L'homme colérique et solitaire sait maintenant faire du mal. Ce changement ne passe pas inaperçu et terrifie Susan. Je me souviens de Mike qui tentait de convaincre Susan de l'accompagner à la plage. J'espérais qu'elle ne s'y rende pas seule. Planifiait-il déjà me pousser du haut d'une falaise? Je n'en sais rien. Je l'ignore. Au même moment, Susan constate un trou dans ses finances. Elle partage encore un compte en banque avec Michael et celui-ci se met à faire de nombreux retraits. Susan a travaillé fort toute sa vie. Elle n'est pas millionnaire, mais elle ne manque de rien. La maison et les voitures sont payées. Elle a des épargnes, une assurance vie et un régime de retraite. Il s'est mis à retirer de l'argent de nos comptes, mais je l'ignorais. Les nouveaux bénéficiaires de mon assurance vie étaient mon frère et ma mère. Elle voulait se protéger, tout en refusant de croire qu'il était capable de lui faire du mal. Pourtant, il avait déjà prononcé quelques commentaires désobligeants à son sujet et la fixait d'un regard menaçant. Susan est une infirmière qui prend soin des gens. Mais dans la salle d'urgence, on commence toujours par faire un triage. On ne perd pas de temps à soigner quelqu'un qu'on ne peut pas aider. Susan est convaincue que son mariage ne tient plus la route. Inutile de tenter de raviver la flamme, elle demande le divorce. Quand on s'est mariés, il m'a dit qu'il ne voulait pas divorcer une 2e fois. Quand j'ai demandé le divorce, il m'a répondu qu'il avait besoin de temps pour y penser. Je sais maintenant qu'il avait besoin de temps pour planifier le meurtre. Michael croit avoir touché le fond. Mais comme on le dit si bien à Portland, dans chaque vie, beaucoup de pluie doit tomber. Il a perdu l'emploi qu'il occupait depuis plusieurs années et il paraissait troublé. Apparemment, sa vie menaçait de s'écrouler et il avait besoin d'argent pour recommencer à neuf. Michael Kuhnhausen n'a ni maison ni emploi, et sa femme en a assez qu'il refuse toute forme d'aide. Il se rend donc à l'évidence, une seule personne est responsable de tous ses problèmes, son épouse Susan. Mais Mike a la solution. S'il se débarrasse de Susan, il récupérera tous ses biens, en plus d'une coquette somme d'argent. Mais Michael est un froussard. Pas question de tuer Susan de ses propres mains. Il engage plutôt son ami. Malgré sa frousse, Mike n'est pas un idiot. Il sait qu'il a besoin d'un alibi solide. Quand Michael Kuhnhausen a décidé d'engager un tueur à gages, il savait qu'Ed Haffey avait le bagage nécessaire. Il a rapidement saisi l'occasion. Il avait l'expérience requise et ne se posait aucune question. Il avait une tâche à accomplir. C'est tout. Susan ignore que l'homme qu'elle aimait et qu'elle a tenté de sauver a décidé de la remercier en engageant un homme pour l'assassiner. Au cours de l'été 2006, la séparation de Susan porte ses fruits. Ses proches remarquent qu'elle est plus heureuse et plus calme. Susan a pris du mieux lorsque Mike a quitté la maison.
En se débarrassant de son négativisme, elle a changé sa vie. Je décrirais Mike comme un homme malheureux et méchant. Par chance, l'ami de Michael l'accompagne. Ed Haffey a également été congédié de la boutique de films érotiques. Michael est fauché et furieux, mais son humeur n'est pas aussi noire que celle de Ed. Ce dernier est en manque de crack. Il a besoin d'argent pour assouvir sa dépendance. Ed Haffey avait besoin de survivre et pour cela, il avait besoin d'argent. Il devait trouver une solution. Il avait accumulé plusieurs dettes. Il devait de l'argent aux gens chez qui il avait séjourné et à ses revendeurs de drogue. Ces dettes ne cessaient de s'accumuler. Michael Kuhnhausen a discuté avec Ed Haffey et ils se sont entendus sur un prix de 50 000 $, dont 25 000 $ exigibles immédiatement. Ed Haffey croyait que ces 25 000 $ suffiraient pour éliminer ses dettes et que le reste de l'argent pourrait lui servir à subvenir à ses besoins. Le désespoir d'Ed Haffey servira à Mike. Ce dernier sait que s'il a une alibi solide, les policiers ne le soupçonneront jamais du meurtre. Il mettra ainsi la main sur la maison, le régime de retraite et sa collection de souvenirs sportifs. De plus, les 50 000 $ aideront Haffey à résoudre ses problèmes. Certains des amis de Haffey ont dit qu'il s'est mis à rembourser ses dettes avant que cela ne se produise. Il remboursait quelques centaines de dollars ici et là. Ses amis nous ont dit qu'on l'avait engagé pour tuer quelqu'un. En songeant à leur plan, Ed et Mike constatent qu'un obstacle se dresse devant eux. James, le frère de Susan. Il est très près de sa sœur et risque fort bien de les soupçonner. Mike et Haffey épiaient tous mes faits et gestes. Je crois qu'il voulait me tendre un piège pour se débarrasser de moi. J'ignorais tout de son plan, mais j'étais convaincu que Haffey me traquait. Il serait plus compliqué de mettre la main sur la fortune de Susan si son frère soupçonne quelque chose. James pourrait bien être en danger également. Michael était le prince charmant de Susan. Il aimait les promenades sur la plage et les soupers romantiques. Il avait trouvé la femme idéale, mais les belles années sont loin derrière eux. Mike a pris un mauvais virage et n'a jamais fait marche arrière. Tout ce qui lui importe maintenant, c'est de reprendre le contrôle de ses biens, de son argent et de sa maison. En tuant Susan, il atteindra son objectif. Sa transformation de charmant époux en monstre meurtrier est maintenant complétée. Il ne voulait rien partager. Je pense qu'il voulait tout garder. Il voulait la maison et son régime de retraite. Il voulait tout avoir pour lui-même. Le 6 septembre 2006. Le piège est en place. Mike annonce à Haffey qu'il est temps de passer à l'action. Ed Haffey croyait que même si Susan se débattait, il l'assassinerait sans problème. Michael aurait lui-même conduit Haffey jusque sur les lieux. Susan n'a jamais changé le code du système d'alarme depuis qu'elle a mis Mike à la porte. Il entre donc dans la maison en un rien de temps. Le code du système d'alarme était notre anniversaire de mariage, 12-10.
On peut armer le système sans activer les détecteurs de mouvement. C'est utile lorsqu'on a des animaux puisqu'ils peuvent se promener librement. La maison est tout de même protégée si quelqu'un tente d'y entrer par effraction. Le succès du plan de Mike dépend de son alibi. Les policiers croiront à un vol qui a mal tourné, puisque Mike était à l'extérieur de la ville au moment du drame. Je suis allée travailler. C'était un quart de travail ordinaire et la journée était très chargée. Vers 15h30, Susan reçoit un appel étrange. C'est Michael qui veut simplement prendre de ses nouvelles. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu qu'il avait besoin de s'éloigner. Je lui ai dit de se calmer, de s'amuser et d'essayer de se reposer. Quand Susan quitte l'hôpital, Mike a déjà pris sa chambre au motel près de la plage. Son alibi est en place. La nuit tombe et Mike attend l'appel d'Ed Haffey, lui annonçant la mort de son épouse. Je suis entrée et j'ai désarmé le système d'alarme. J'ai trouvé une note de Mike sur la porte et je l'ai déposée sur la table avec mes autres effets. Puis, je me suis dirigée vers la porte principale pour récupérer le courrier. Ensuite, j'ai retiré mes chaussures et je suis allée vers ma chambre pour me changer. En atteignant la porte, j'ai constaté qu'elle était presque fermée. Elle n'était pas ouverte comme d'habitude. La pièce était très sombre. Quand je suis entrée dans la chambre, mon assaillant s'est mis à me frapper à la tête et au visage avec un marteau. Je l'ai repoussé en lui demandant « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Et puis, je lui ai dit de partir, mais il a continué à me frapper à coups de marteau. En le regardant droit dans les yeux, j'ai su qu'il avait déjà fait ça par le passé. Piégé dans sa maison, un tueur désespéré à ses trousses, Susan Kuhnhausen se bat pour survivre. La côte de l'Oregon est l'endroit idéal pour s'offrir un moment de répit. Le 6 septembre 2006, Michael Kuhnhausen s'y réfugie pour prouver aux policiers qu'il n'était pas à Portland au moment du meurtre de sa femme, Susan. Mais Susan n'est pas morte, et Ed Haffey, le tueur à gages, sûr de pouvoir maîtriser sa victime, se rend compte qu'il a peut-être commis une grave erreur. Quand j'ai vu dans ses yeux qu'il était venu me tuer, je suis devenue enragée. Évidemment, sur le coup, on n'a pas le temps d'élaborer un plan. Pendant l'agression, grâce à ma formation d'infirmière, j'ai gardé mon sang-froid et je me suis débattue. Je savais qu'il voulait me tuer, peu importe la raison. Mais je savais également que je voulais survivre. Je me suis emparée du marteau. Mon père était menuisier et on gardait des marteaux à la maison pour se défendre. Il m'a toujours dit de frapper avec l'arrache-clous, c'est plus efficace. On était nez à nez et on se disputait le marteau. Il m'a dit que j'étais forte, mais il n'était pas effrayé. Il était plutôt surpris. Il a réussi à reprendre le marteau et à la pousser par terre. Elle était agenouillée lorsqu'il s'est mis debout devant elle pour la frapper. Elle a alors essayé de s'emparer de son portefeuille dans sa poche pour le lancer à l'autre bout de la pièce. Si elle allait mourir, elle voulait que l'on connaisse l'identité du tueur. Je me suis mise à le mordre. Je l'ai mordu au bras, aux côtes, à la cuisse. Et quand il s'est retourné, j'ai mordu ses organes génitaux. Je n'avais plus de voix et je me servais de mon corps comme d'une arme. Je l'ai poussé au sol et je me suis couchée sur son dos. J'ai glissé mon bras sous son cou
et je l'ai étouffé. Je lui ai dit que s'il me disait qui l'avait envoyé ici, j'appellerais une ambulance. Je voulais qu'il ressente la même terreur que moi. Mais il a tenté de me repousser. Je me suis appuyée sur lui jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. J'ignorais s'il était inconscient ou mort, mais dès qu'il s'est immobilisé, je me suis emparée du marteau et je me suis enfuie. Désolée. Susan Kuhnhausen n'a pas agi comme une victime, mais comme une survivante. Susan est gravement blessée, mais par miracle, elle survit. Ed Haffey, lui, n'a pas la même chance. Ses dernières paroles, « Vous êtes forte ». Les ambulanciers transportent Susan à l'hôpital, où elle devient une patiente dans sa propre salle d'urgence. L'ambulance est arrivée. Je reconnaissais les deux ambulanciers puisqu'ils étaient déjà passés par ici. L'ambulancière m'a regardée et m'a dit « Elle a eu le dessus ». Je n'oublierai jamais ces paroles. Susan était traumatisée. Elle pleurait et ne cessait de répéter qu'elle l'avait tué. Elle souffrait énormément et elle était consternée. Un policier me tenait compagnie. Dès son arrivée, je lui ai demandé s'il était mort. Il m'a répondu que oui. On savait dès le départ qu'il s'agissait d'un homicide excusable. Il était entré chez elle par effraction et elle l'avait tué. Les policiers découvrent la note écrite par Mike. Celle-ci joue un rôle clé dans son alibi. Sur la côte, bien après la tombée de la nuit, Mike n'a pas de nouvelles de Haffey. Il soupçonne que le plan n'a pas fonctionné comme prévu. Quand je suis entré chez moi, le téléphone sonnait. Il était 1h ou 2h du matin. Mike était à l'autre bout du fil et j'ai eu des frissons dans le dos. Dès que j'ai répondu, il m'a dit « Que se passe-t-il? Je suis sur la côte depuis 3 jours. » C'était très bizarre. Il semblait affolé et me disait qu'il avait vu sa maison au bulletin de nouvelles. Il voulait savoir ce qui se passait et où était Susan, sous prétexte que personne ne voulait lui dévoiler quoi que ce soit. Il a dit qu'il avait appelé à l'hôpital, ce que je savais déjà, puisque je me trouvais sur les lieux plus tôt. On a fait exprès pour lui cacher qu'elle s'y trouvait parce qu'on ignorait toujours ce qui se passait. Je pense qu'il essayait d'établir son alibi. Les policiers ignorent encore toute l'histoire. Ils ne sont pas encore au courant des problèmes entre Mike et Susan et pourquoi les proches de celle-ci le soupçonnent. Mais ils sont rapidement mis au parfum. Ils découvrent un sac à dos au sous-sol qui leur permet de clore l'enquête. Dès que les enquêteurs nous l'ont permis, nous sommes entrés dans la maison. Nous avons découvert les objets qui avaient été empaquetés par la personne qui se trouvait sur les lieux. En regardant de plus près, j'ai constaté qu'il s'agissait des cartes de Mike et de ses chandails. Seul Mike adorait ces objets. Le reste d'entre nous s'en fichait. À ce moment, j'ai compris qu'il était impliqué. Je regardais tous ces souvenirs sportifs
et j'ai aperçu le sac à dos devant moi. Je savais que ce sac à dos n'était pas censé être là. Le sac à dos appartenait à Ed Haffey et il contenait des preuves accablantes impliquant Haffey et Michael Kuhnhausen, dont un bout de papier sur lequel il était écrit « Appelez Mike. Besoin de la lettre ». On a immédiatement fait le lien entre Ed Haffey et Michael Kuhnhausen. Les policiers soupçonnent que Mike a engagé Ed Haffey. Mais ils ignorent où Mike se trouve et s'il compte revenir pour terminer la macabre tâche. Peu de temps après, on a appris qu'il avait acheté une arme à feu peu avant cet incident. On devait donc protéger Susan Kuhnhausen, puisqu'elle avait survécu et qu'un suspect rôdait encore dans les parages, possiblement armé. 8 jours après l'agression de Susan, Michael est arrêté avant qu'il ne puisse faire du mal à qui que ce soit. Sur le coup, il dit n'avoir rien à voir avec le crime, mais la présence de son numéro de téléphone parmi les effets personnels d'Ed Haffey est une preuve suffisante pour l'inculper de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Peu avant le début du procès, Michael capitule et plaide coupable. I've hurt a lot of people in the last year, and I'm sorry. That's all I can say. Il a été marié à Susan pendant plusieurs années et il savait tout à son sujet. Mais dans ce cas-ci, il ignorait que Susan était une battante. Je pense que Michael n'a qu'un seul regret, être en prison. Il est emprisonné et ne peut profiter de la vie comme il le veut. Je crois que c'est son seul regret. En fin de compte, Michael écope d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Quant à Susan, elle doit vivre avec le fait qu'elle a tué un homme et elle redoute le jour où Michael sera libéré de prison. Sa libération m'inquiète beaucoup. Je suis convaincue que dès qu'on le relâchera, je risque d'être victime de meurtre ou de meurtre suivi d'un suicide. Je sais hors de tout doute que c'est terrible de causer la mort d'un individu. Je doute qu'on puisse se remettre d'avoir tué un autre être humain. J'ai toujours affirmé que je n'étais pas fière de mon geste. Mais je ne ressens aucune honte.